Retour sur le plateau de politique en partenariat toujours avec Slate et Jean-Marie Colombani et notre deuxième invitée Marine Le Pen. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du Front National. Nous sommes à 3 jours donc, du premier tour départemental. Votre parti affole la classe politique. Dans la plupart des sondages, vous devancez parfois l'UMP en laissant loin derrière le Parti socialiste. Mais avant d'évoquer la politique française, la Tunisie, comme la France, comme le Danemark, dernièrement a été frappée par le terrorisme. Depuis hier, on a remplacé « Je suis Charlie » sur les réseaux sociaux par « Je suis Tunis », comme Manuel Valls l'a fait d'ailleurs ce matin. Est-ce que vous êtes, vous, solidaire des Tunisiens? Est-ce que vous dites qu'il faut les aider? Est-ce que vous êtes Tunis? Non mais évidemment que je suis solidaire des Tunisiens. Il faut les aider, il faudrait qu'on commence par s'aider soi-même. Parce que pour l'instant, on n'a strictement rien fait. Voilà. Moi, je voudrais quand même un peu qu'on note les responsabilités des uns et des autres. Parce que ça commence à bien faire, ces responsables politiques qui prennent des décisions et qui n'en assument jamais les conséquences. La réalité de ce qui vit aujourd'hui la Tunisie, c'est la conséquence des erreurs gravissimes qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, soutenu par le Parti socialiste au moment de la Libye. On sait pertinemment, et d'ailleurs le gouvernement tunisien l'a dit lui-même, que c'est le chaos libyen. Le hub terroriste. Oui, le chaos libyen, qui est la conséquence de l'intervention décidée par Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères, Bernard-Henri Lévy, qui est à l'origine d'abord de la déstabilisation de la région, de la prise en main de ce pays par les fondamentalistes, de l'éparpillement de centaines de tonnes d'armes qui sont tombées évidemment entre les mains des islamistes. Donc j'aurais bien aimé que Nicolas Sarkozy vienne, comme l'a fait d'ailleurs assez courageusement Guénaud, dire oui c'est vrai, effectivement, c'est cela qui est la conséquence. Ça sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Bah voyons, c'est tellement plus facile. C'est pas la peine de pleurer sur les laits renversés, sauf qu'on continue les mêmes erreurs. On continue les mêmes erreurs. On a continué à aider, à soutenir les soi-disant rebelles qui aspirent à la démocratie en Syrie, alors que l'on sait pertinemment qu'il s'agit de fondamentalistes islamistes. On continue à ne pas vouloir recréer des liens avec le régime de Bachar el-Assad, alors que nous savons pertinemment, et nos services de renseignement le disent partout, que du jour où nous avons rompu ces liens, eh bien nous avons perdu totalement toute visibilité, puisque le travail entre les services de renseignement syriens et les services de renseignement français était tout à fait à l'évidence efficace. Non mais ça c'est la critique du passé, et ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. Quand même une petite précision sur la Libye, le point de départ de l'intervention franco-britannique, c'était quand même les menaces imminentes de massacres de populations entières. Alors après, on peut dire les choses ont été mal contrôlées, mal suivies, etc. Et on a le chaos que l'on voit aujourd'hui. Mais néanmoins, dans le moment où ça se décide, où cette intervention se décide, elle se décide parce qu'on est au seuil d'un massacre gigantesque. Monsieur Colombani, moi je ne suis pas inspecteur des travaux finis. Moi, dès le début de cette affaire, j'ai dit on est en train de commettre une erreur gigantesque dont on n'a pas fini de payer les conséquences. Donc ne me dites pas ça à moi, car moi je savais, si moi je savais, avec les moyens qui sont les miens, alors eux ils pouvaient savoir aussi ce qui allait précisément se passer. Mais vous saviez quoi? Est-ce qu'on avait réintervenir en Libye? Vous saviez quoi donc? Non, on peut pas. Non, je savais et je l'ai dit. Et j'étais seule. Vous saviez qu'il fallait maintenir donc Kadhafi. Et j'étais seule à le dire. Comme vous souhaiteriez qu'on maintienne Bachar el-Assad aujourd'hui. Monsieur, moi je fais la politique du moins pire. Voilà, je vous le dis très clairement et j'assume tout à fait cette politique. La politique du moins pire. La politique qui n'assassine pas en masse les minorités, comme c'est le cas aujourd'hui. Bachar en Syrie. Qui n'assassine pas, pardon. C'est ce qu'a fait Bachar el-Assad en Syrie. Avant Daesh, il y a Bachar el-Assad. Non mais monsieur Colombani, écoutez, excusez-moi, mais on ne peut pas se raconter n'importe quoi non plus. Aujourd'hui, les minorités chrétiennes, les minorités musulmanes sont assassinées en masse par les fondamentalistes islamistes. Et croyez-moi, et M. Bayrou l'a dit ce matin, et il a eu raison de le dire, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un membre de ces minorités qui ne soit pas au soutien des régimes laïques, qui est celui, en l'occurrence, de Bachar el-Assad. Alors oui, quand on a un choix difficile, il faut faire un choix, et le choix le moins pire pour la population. Et ben, je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, vous vous en rendez compte peut-être a posteriori, nous nous en étions rendus compte a priori, peut-être que nous étions plus lucide que les autres, mais clairement, le choix qui a été fait, il a été dévastateur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la Tunisie qui en subit les conséquences. Hélas, je crains que ce ne soit pas terminé.
En France, donc, la lutte antiterroriste a été évoquée ce matin au Conseil des ministres avec le projet de loi sur le renseignement qui a été dévoilé. Il dope les moyens de service, notamment en matière de surveillance et d'écoute. Est-ce que vos députés vont voter ce projet de loi? Non. Pourquoi? Je pense qu'ils ne vont pas le voter. D'abord parce que, pour l'instant, la seule chose qui a été faite, c'est un site internet stopdjihadisme.gouv.fr. Excusez-moi, mais ça me paraît quand même pas du tout à la hauteur du danger que nous vivons. Deuxièmement, parce que... 5 sites qui ont été fermés aussi. Alors on est sauvés. Mais il faut le faire. Non, mais on est dans le débat. Non, mais on peut tout ridiculiser, mais fermer 5 sites de propagande, c'est une action importante. On mène un combat virtuel. On n'est pas dans un combat virtuel, on est dans un combat réel. Mais nos soldats sont dans un combat réel aussi. Il faut renforcer les moyens de renseignement sur le terrain. Bien sûr, il faut surveiller les sites fondamentalistes, etc. Si possible quand même avec la surveillance d'un juge. Car moi, je considère qu'un juge doit donner son autorisation parce que c'est lui qui, précisément, est le juge des libertés individuelles. Et je tiens aux libertés individuelles. Je n'ai pas envie qu'on se transforme, comme aux États-Unis, en une société où tous les citoyens sont surveillés grâce à une autorisation administrative. Permettez-moi. Donc concrètement, on en fait trop ou est-ce qu'on n'en fait pas assez sur la loi là qui va être discutée? Trop ou pas assez? La CNIL est d'accord avec moi. Bon, voyez, bon. Donc, comme quoi, quand même, il y a des gens qui sont attachés à la CNIL ralliée au FN, mais c'est très bien. Mais est-ce qu'on en fait trop ou est-ce qu'on n'en fait pas assez dans ce texte-là? Mais ça n'est jamais ce qu'il faut faire. Non, oui, mais exactement, vous avez raison, ça n'est jamais ce qu'il faut faire. Et c'est la raison, M. Colombani, pour laquelle nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. Car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays de la part Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent? Eh ben, on les gèle et on surveille après. Et on vérifie. Et on demande... Si on sait pas d'où enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Ok, mais vous les remplacez par quoi? Ces financements étrangers, vous les remplaceriez par quoi? Ça fait plus de 100 ans que la loi... Vous ne laisserez pas les musulmans dans la clandestinité, vous... Mais monsieur, ça fait plus de 100 ans que la loi prévoit que les lieux de culte sont financés par les fidèles. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, ce me semble. Donc, je pense qu'il faut ce gel de la construction de toute nouvelle mosquée parce que, à l'évidence, il y a des financements et qu'on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de les vérifier. Il faut les vérifier. Et on arrête les constructions. Et j'ai envie de vous dire, M. Colombani, que si on mettait la moitié du quart des moyens et de l'énergie qu'on met à surveiller les candidats du Front National sur les réseaux sociaux, si on les mettait à surveiller les imams radicaux ou les autres recruteurs fondamentalistes, on s'en sentirait probablement un tout petit peu plus sensible. Sur la formation des imams, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls? Il faut que ce soit encadré en France? Non, parce que ça, c'est une formation. Non, c'est une violation de la loi de 1905. Il faut que les prêches soient faits en français dans les mosquées. Il faut surveiller les mosquées, comme le font des pays musulmans. Les mosquées, mais l'Algérie surveille les mosquées. Voilà, elle surveille ce qui s'y dit, elle surveille qui prêche, parce que nous savons pertinemment, et le Front National a empêché la venue en 2012 au congrès de l'UOIF de 2 ou 3 prédicateurs qui appelaient à l'assassinat des Juifs, et c'est parce que nous en avons parlé qu'on a bloqué leur visa. Donc en réalité, aujourd'hui, tout et n'importe quoi est fait. Aujourd'hui, le renseignement ne fait pas son métier, la police ne fait pas son métier, les mosquées ne sont pas surveillées. Vous pensez cela? Monsieur Colombani. Mais bien sûr qu'ils ont les ordres. Non, on ne leur a jamais donné les ordres. Ils savent pertinemment quoi faire. D'abord, il faut leur donner les moyens. Parce que c'est bien beau d'effondrer les moyens de l'armée, 55 000 postes en moins, d'effondrer les moyens de la police, d'effondrer les moyens du renseignement. Après, il ne faut pas pleurer parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire ce qu'on leur demande. Et il faut aller sur le terrain. Vous avez bien vu qu'ils ont tous le même profil, les terroristes. C'est l'axe
entre le banditisme et le fondamentalisme islamiste. Ils étaient tous des multirécidivistes. C'est donc sur le terrain que doivent être nos renseignements. Sinon, on fait un combat virtuel. Voilà. On fait une sorte de combat par Internet. Ça n'est pas suffisant. Alors, on va parler de politique française avec le Front National qui a des candidats plus d'ailleurs que d'autres partis. Et vous dépassez aussi, dans les sondages, l'UMP et parfois, vous êtes à touche-touche. Et en tout cas, vous laissez le PS loin derrière. Donc on voit qu'il y a une véritable volonté d'implantation locale. Peut-être... il y a 2000 postes, je crois, à pourvoir. Le succès, selon vous, il serait à combien? Non, moi, je ne fais pas de pronostic. On a un conseiller général. Donc, on va en avoir plusieurs. Et le plus possible, ce sera le mieux. Voilà. Je ne fais pas de pronostic. C'est quoi le mieux pour vous? Mais néanmoins, oui. Où est-ce que vous placez vous-même la jauge de votre succès? Succès il y a. Vous le placez où? Moi, je pense que si nous passons la barre des 20% dans une élection locale, ce qui serait tout à fait historique et inédit pour le Front National, car ce sont des élections difficiles, nous n'avons pas de sortants, nous savons que nous avons un déficit d'implantation locale, ou en tout cas, celle-ci est plus récente que celle des autres mouvements. Si nous arrivons à dépasser cette barre des 20%, ce sera un succès. Si nous atteignons les 25% des européennes, ce sera un triomphe. Et tout ce que nous engrangerons de supplémentaire démontrera que le Front National n'est plus seulement la première force politique dans une élection nationale à la proportionnelle, mais également la première force d'implantation locale. Là, concrètement, l'enjeu, c'est de gagner des sièges. Donc vous vous considérez comme victorieuse ou satisfaite à quel nombre? 300, 500, 800? Où est-ce que vous placez votre propre jauge? Non, mais ça ne m'intéresse pas, ça, M. Colombani. Voilà. Mais si, ça vous intéresse, puisque vous présentez des candidats. Mais non, mais vous présentez des candidats aux élections, donc c'est pour les faire élire. Donc, voilà. Le plus possible. Moi, je pense que les Français ont vraiment envie de changer la politique. Il faut qu'ils sachent que la politique menée dans les départements est exactement la même que celle qui est impulsée au niveau de l'État, que ce soit sous l'UMP ou sous le Parti socialiste. C'est une politique à destination de l'immigration, une politique immigrationniste, le gaspillage à tous les étages, c'est les projets pharaoniques, c'est l'augmentation des impôts en permanence, ce qui est tout à fait maîtrisable. Je rappelle qu'on nous avait dit, avant les municipales, vous n'y arriverez pas. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, 73% des habitants des villes Front National sont très satisfaits de leur maire, et c'est 10 points de plus que pour les villes UMPS. Donc, si en plus on a la possibilité, mais ça, on n'y a même pas, on l'avait même pas envisagé, mais si on a la possibilité que les Français nous accordent la confiance d'un département, eh bien alors nous leur montrerons que dans un département, nous faisons comme nous avons fait dans les municipalités. Et là encore, vos espoirs de gain, c'est quoi? C'est 1, 2 ou 3 départements, puisqu'on en cite toujours 3. Nous n'avions même pas envisagé de pouvoir en gagner un. Figurez-vous, ce sont nos adversaires qui l'imaginent pour nous. Alors si ça arrive, ce sera la cerise sur le Alors gâteau. Concrètement, il y a quand même la politique, il y a quand même des contraintes. Par exemple, il va y avoir malgré tout des duels UMP, Parti socialiste au deuxième tour. Il va en rester quelques-uns, même si vous serez probablement aussi souvent dans des duels de second tour vous-même. Front National, UMP ou Front... Donc en cas de duel UMP-PS, qu'est-ce que vous dites? Mais je laisse à mes électeurs la liberté de leur vote. Ils sont grands, ils sont vaccinés. Vous dites ni l'un ni l'autre? Non, je dis, vous avez la liberté de votre vote. Vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience. Car à partir du moment où mon candidat n'a pas accédé au second tour, je ne vois pas la raison pour laquelle j'interviendrai dans un duel pour forcer mes électeurs, si tant est d'ailleurs qu'ils me suivent, parce qu'eux aussi ils considèrent qu'ils sont grands, majeurs et vaccinés, d'aller voter pour un tel ou un tel. De toute façon, je considère qu'ils mènent la même politique, l'UMP et le PS. Et c'est vrai d'ailleurs dans les régions dans lesquelles nous sommes. Abstenez-vous, votez blanc. Vous leur dites abstenez-vous, votez blanc. Vous leur dites pas d'aller voter. Faites ce que vous voulez. Voilà, faites ce qui vous apparaît à vous comme étant le meilleur en fonction de votre propre conscience. J'entendais tout à l'heure M. Leroux venir nous expliquer que ça va être épouvantable si des élus Front National entrent dans les assemblées départementales. Je rappelle juste aux Français que depuis 1986, nous sommes dans les assemblées régionales et que nous avons fait notre travail d'élus, évidemment, sans que ça ne les perturbe pas plus que ça, d'ailleurs. Pour gagner des départements, il va falloir élire un président. Vous avez dit que vous feriez signer une sorte de charte dans cette perspective.
Oui. Si personne à l'UMP, puisque vous vous adressez principalement, j'imagine, aux candidats de la droite, si personne à l'UMP ne vote ces 5 conditions, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez vos élus libres de laisser élire un élu socialiste ou bien comment vous faites? Eh bien, ils assumeront, l'UMP assumera la responsabilité de donner le département à la gauche, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Vous laissez passer un élu de gauche. Comme ils l'ont toujours fait. Moi, je laisse passer. Si vous ne votez pas pour l'UMP. Il faudrait quand même pas faire preuve d'une mauvaise foi au point de renverser la charge de la responsabilité quand même. Bon, moi, je suis élu, je porte les revendications d'électeurs, je donne une charte avec un certain nombre de points qui sont essentiels pour mes électeurs. La moindre des choses quand on réclame des voix, c'est quand même un tant soit peu de tenir compte des revendications de ceux dont vous réclamez les voix. Si eux ne veulent pas s'engager sur ces points-là, alors c'est eux qui prendront la responsabilité. Pardon. Pas nous. Pardon, oui. Et en lançant cette initiative, vous deviez bien avoir l'idée qu'il y avait quelques-uns sont quand même sensibles à vos arguments. Est-ce que vous en avez une idée plus précise? Est-ce que vous savez sur qui vous allez pouvoir compter? Non, monsieur Dans quel nombre de départements? Ça, c'est du troisième tour. On est avant le premier tour. Je comprends que vous soyez impatient, c'est normal. C'est inhérent à votre métier. Mais moi, je suis patiente. Alors, votre nièce a déclaré que certains UMP veulent faire barrage au PS en cas de duel avec le FN, ce qui veut dire, en fait, vote FN. Est-ce que vous confirmez? Je ne peux pas confirmer, c'est elle qui a un certain nombre de contacts dans son département du Vaucluse. Mais est-ce que c'est objectivement si étonnant? Est-ce qu'il est si étonnant que sur le terrain, les élus UMP qui combattent le Parti socialiste au quotidien n'imaginent pas une demi-seconde, même si les dirigeants de l'UMP leur demandent d'aller donner le département à un socialiste? Franchement, je veux dire, le décalage qui existe entre les cadres UMP sur le terrain et les chefs à plumes de l'UMP qui ont tous un penchant socialiste quand même, puisqu'ils ont quasiment tous dit qu'à la présidentielle, ils appelleraient à voter socialiste. Les cadres Sarkozy, de l'UMP, Juppé, les cadres de l'UMP, vous les considérez etc., comme proches de vous? Les cadres de l'UMP, vous considérez qu'ils se rapprochent de vous, voire ils font mouvement vers vous? Il y a un certain nombre de cadres de l'UMP et divers droite, et parfois même divers gauche, figurez-vous, qui partagent avec nous des points qui sont essentiels. Le refus de l'augmentation des impôts, par exemple, le refus du communautarisme. On l'a vu. Pas nécessairement être Front National pour refuser l'augmentation des impôts. Eh bien, très bien. Alors ils vont signer. Voilà. Parlons peut-être quand nous serons arbitres. Oui. Qu'est-ce que vous mettez comme autre condition? Mais vous le saurez après le deuxième tour, M. Colombani, toujours cette même impatience. Mais c'est pas l'impatience, c'est l'impatience des électeurs. Ils ont le droit de savoir aussi ce qui les attend au troisième tour. Écoutez, pour l'instant, laissons le premier tour se dérouler. Le deuxième tour se dérouler. Le lendemain du deuxième tour, là où nous sommes en situation d'arbitre, et si l'on nous réclame notre soutien, parce que c'est une condition, alors nous arriverons avec notre charte, qui est là pour défendre encore une fois ce que veulent nos électeurs. Car nous faisons de la politique avec un grand P, on ne fait pas des petites magouilles de place. On va écouter Nicolas Sarkozy. Il a déclaré qu'il vous déclarait la guerre. On l'écoute. La République, c'est la laïcité. Et que les choses soient claires, je ne vois pas la cohérence d'un système où on interdirait le voile à l'école, au collège, au lycée, et on l'autoriserait à l'université. Je vais même plus loin. Je veux dire que dans les cantines d'écoles publiques, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. Si vous voulez que vos enfants aient des habitudes alimentaires confessionnelles, vous allez dans l'enseignement privé confessionnel. Alors, il vous déclare la guerre en allant sur votre terrain, Marine Le Pen. Mon Dieu, Sarko la menace et Valls la fureur. Je tremble. Je remarque qu'il ressort la boîte à promesses. Avant chaque élection, on a droit à la boîte à promesses. Alors, avant les européennes, on avait eu la boîte à promesses avec la promesse de la suppression de Schengen. Mais vous en faites aussi beaucoup de promesses. Oui, sauf que moi, j'ai pas été au pouvoir pendant 10 ans. Ah oui, certes, mais vous faites beaucoup de promesses aussi. C'est quand même la règle du jeu, c'est de promettre. Ça change tout parce que moi, mes engagements, je les tiendrai. Voilà. Nicolas Sarkozy, il a été 5 ans ministre des Cultes, 5 ans président de la République. En 10 ans, il n'aurait pas pu s'attacher à mettre en œuvre tout ce qu'il promet aujourd'hui. Évidemment que tout cela est une vision électoraliste. On fait ces promesses-là juste avant l'élection en espérant que quelques gogos se feront encore avoir. Mais là, ce qu'il dit vous convient? Ce qu'il vient de dire, ça vous convient?
Mais c'est ce que nous réclamons depuis des années et des années, Monsieur Colombani. Et c'est ce qu'il n'a pas mis en œuvre lorsqu'il était au pouvoir. Il a été un des présidents les plus communautaristes qui soit. Souvenez-vous, il avait expliqué qu'il avait nommé un préfet uniquement parce qu'il était musulman. Si ça, c'est pas du communautarisme, je ne sais pas ce que c'est. Il a créé le Conseil français du culte musulman en dépit du bon sens, en faisant de cette instance le siège de la lutte d'influence de pays étrangers sur notre territoire. Je veux dire, en matière de discrimination positive et de communautarisme, merci Nicolas Sarkozy, on a vu ce qu'il a fait. Vous prospérez dans le fond sur le fameux UMPS et la fin de l'alternance, vous surfez sur la décrédibilisation de la classe politique, mais on entend souvent des électeurs dire dans le fond on veut les tester. Les gens du Front National, parce que... mais en quoi vous seriez les héros de la probité? En quoi vous seriez meilleur que la droite ou la gauche? Parce Madame, notre politique est meilleure pour une raison simple, c'est qu'elle est radicalement différente de ce qui est mis en œuvre depuis 30 ans. Mais est-ce qu'elle n'est pas faite de... Oui, enfin, on a l'impression que vous reprenez, parfois le programme du Parti communiste des années 70. Ah bon, sur la relance de la consommation, sur on nationalise les banques. C'est-à-dire le fait que je réclame la mise en œuvre d'une taxe sociale à l'importation de 3% pour financer l'augmentation de 200 € des salaires les plus faibles, ça fait de moi une communiste? Parce que vous trouvez normal qu'on laisse des gens vivre avec des salaires qui sont... où il est impossible de vivre décemment dans notre pays. C'est magique du yaka. Mais je ne suis pas dans la pensée magique, je vous donne une solution très claire et très concrète. Mais ça fait des années qu'on nous explique que tout ce qu'on propose et tout ce qui serait différent de ce qui a été fait, c'est pas possible. Eh bien moi je dis aux Français, c'est parfaitement possible. D'ailleurs, il y a toute une série d'autres pays qui le mettent en œuvre. La suppression de la libre circulation, la Suisse vient de décider. La retraite à 60 ans, par exemple, que vous reprenez au Parti socialiste des années 80. Mais vous me ressortez toujours les mêmes deux choses, parce que vous savez pertinemment que... Où est-ce que ça se pratique ailleurs? Puisque vous dites ça se pratique ailleurs, enfin, on n'a plus le temps de rentrer dans ce débat. Le retour des frontières, le retour de la souveraineté, la maîtrise de notre budget, l'aide aux PME, PMI, l'arrêt de la directive détachement des travailleurs, l'arrêt de l'immigration. C'est pas possible tout ça? Ça a été tenté par certains pays. C'était à l'époque du socialisme dans un seul pays. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah bon, par exemple, la maîtrise des frontières, l'Albanie, c'était ça. Alors, De Gaulle, il était quoi alors? On se rétrécit, on se rétrécit, on se rétrécit. Social-communiste, De Gaulle. Mais c'est De Gaulle qui a lancé le train européen, Madame Le Pen. Non, mais c'est pas du tout l'Europe qu'il voulait. Quel est le pays aujourd'hui que vous... Mais je n'ai pas... Mais non, mais écoutez, moi, je ne suis pas comme les autres élites françaises. Je ne suis pas fascinée par les modèles étrangers. Si vous êtes fasciné par Vladimir Poutine. Non, pas du tout, Monsieur Colombani. Ça, c'est ce que racontent vos petits camarades de jeu. Mais c'est pas parce qu'ils l'écrivent que c'est vrai. Je n'ai de fascination pour personne. Je note que dans un monde multipolaire, je souhaite que la Russie réintègre le concert des nations, car elle a un rôle fondamental à jouer, y compris dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. D'ailleurs, je ne veux pas être soumis aux États-Unis. Je ne veux pas non plus, d'ailleurs, être soumise à la Russie. Je veux que la France soit libre et indépendante. Mais encore une fois, je dis aux Français, arrêtez de vous faire rouler dans la farine. Il est parfaitement possible de faire des politiques tout à fait différentes de celles qui sont menées depuis 30 ans. Et croyez-moi, les résultats, eux aussi, seront différents. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et puis, bien sûr... C'est vous qui êtes impatiente, là, parce que vous êtes déjà dans votre programme présidentiel. Vous parliez de patience et d'impatience tout à l'heure. Non, je ne suis pas dans mon programme présidentiel. Je pense que les Français doivent comprendre qu'effectivement, il y a urgence là maintenant, parce que chaque jour qui passe brise un peu plus notre pays et le fait en tout cas considérablement souffrir. Merci beaucoup. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. À bientôt, merci.